dans la baie de San Francisco, un village nommé Sausalito. Un vieux bateau échoué appelé Valero. Une rencontre, le philosophe Alan Watts. Alan Watts, comment peut-on vous définir? Je ne sais vraiment pas qui je suis. Je pense que chacun d'entre nous représente fondamentalement l'énergie de tout l'univers. Je suis un philosophe, ce qui veut dire une personne qui trouve que l'existence est merveilleuse et extraordinaire en elle-même et qui désire de ce fait découvrir sa véritable signification. Le philosophe Alan Watts a été le maître à penser du mouvement hippie. Il demeure aujourd'hui un des penseurs des jeunes générations. Il a écrit plus de 20 livres, dont plusieurs sont traduits en français, et c'est cet ancien pasteur anglican devenu bouddhiste qui a fait découvrir la philosophie et la mystique orientale à la jeunesse. Quand avez-vous commencé à être connu du grand public aux États-Unis? C'était en 1956, au moment où j'ai publié mon livre La Voie de Zen, et il y avait à cette époque ce que l'on appelait populairement le boom zen, et il s'est trouvé que mon livre a navigué sur la crête de cette vague. À l'époque, tous les artistes, les poètes s'intéressaient au bouddhisme zen. Il y a quelques années, vous aviez beaucoup participé au mouvement de la jeunesse en Californie. Vous en faites toujours partie. Je suis toujours en contact étroit avec les jeunes partout aux États-Unis parce que mon travail consiste en grande partie à faire des conférences dans les collèges et les universités. Entre les années 1944 et 50, j'étais aumônier à la Northwestern University et j'ai été surpris de voir combien au fur et à mesure des années, la qualité intellectuelle de nos universités s'était améliorée. Lorsque j'étais aumônier, la majorité des jeunes étaient groupés en associations ou fraternités, et leurs principaux intérêts étaient le football, les rendez-vous et la boisson. Pas le moindre intérêt pour autre chose. Je veux dire, il m'aurait été impossible à l'époque de réunir un groupe de 2000 étudiants pour pratiquer la méditation, un genre de yoga, ou pour chanter, ou pour assister à un cours sur la philosophie orientale. L'atmosphère de l'université est aujourd'hui complètement différente. J'ai peine à y croire. C'est comme si, en pressant sur un bouton, on s'attendait à un léger tintement et qu'on obtienne une explosion. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la philosophie et la religion orientale? J'ai trouvé à travers ma propre expérience de la religion chrétienne et judaïque qu'il s'agissait en fait de religions très loquaces, didactiques.
En ce qui concerne le service religieux, par exemple, pendant la messe ou lors de n'importe quelle forme d'adoration chrétienne ou judaïque, l'officiant est toujours en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire, comme si lui ne le savait pas. Ils disent aussi aux gens ce qu'ils doivent faire, comme s'ils allaient ou s'ils pouvaient le faire. Ils parlent sans s'arrêter, et tout est là. Il n'existe aucune autre forme d'expérience spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus profond que réfléchi, qui sorte des entrailles. Alors à cause de cette carence, des religions manquent de force spirituelle à mes yeux. C'est très bien de dire aux gens d'aimer leurs voisins ou d'adorer Dieu, mais s'ils ne sont pas capables d'éprouver ces sentiments, comment pourraient-ils le faire? Parce que ces conceptions excluent le corps humain. C'est exact, lorsque les chrétiens rentrent dans une église, ils laissent leur corps au vestiaire. Et en Orient, c'est différent? Oui, c'est différent, parce que la respiration reste un élément essentiel dans l'exercice de toutes les religions orientales, telles que le bouddhisme, l'hindouisme, et elle fait partie d'un ensemble que l'on appelle en sanskrit sadhana, ce qui signifie rite. L'objectif de cet exercice est assez curieux. Il tend à arrêter le flot incessant de paroles dans notre tête en essayant d'atteindre ainsi un silence mental complet. Ceci devra nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est vraiment et non pas la réalité qui nous est décrite. I don't make any differentiation between the mind and the body, and I don't even look at my body. Je ne dissocie nullement l'esprit du corps. Je ne considère pas mon corps comme étant cette chose qu'on entend traditionnellement par corps. Parce que l'idée qu'on se fait du corps est celle d'un véhicule dans lequel nous circulons comme un chauffeur dans sa voiture. Et ce n'est pas mon point de vue. Cette façon de concevoir le corps, ce n'est pas le corps. Il est à mon avis un modèle exécuté par l'énergie de l'univers. Je ne sais pas s'il est physique, je ne sais pas s'il est spirituel, je sais seulement qu'il n'est pas permanent, comme la musique. Donc mon idéal de vie serait qu'un être humain complet puisse allier le spirituel et le sensuel, les deux ensemble, le mystique et le matériel. De ce fait, je suis moi personnellement d'une part fasciné par toutes les questions concernant le mysticisme religieux, le yoga, le bouddhisme zen, la pratique taoïste, etc. Et d'autre part, je reste un sensuel, j'aime la bonne chair, j'adore faire la cuisine, la compagnie des femmes m'enchante, et je n'ai absolument pas honte de tout ça. Whenever it's a rainy day, I pack my troubles up in my room. I chase all the clouds away. I get myself back to the womb. But I know that you're gonna cry. Tears are running from your eyes. The piece of my life you take is one that's so often breaks. I'm very preoccupied with the quality of life because la qualité de la vie me préoccupe beaucoup parce que les Américains ont la réputation d'être des matérialistes. Or, ma définition du matérialisme est quelqu'un qui aime la matière. Les Américains ne sont pas matérialistes parce qu'ils n'aiment pas la matière. Ils la détestent et ils essaient de la transformer le plus rapidement possible en pacotille. Les Américains sont tous des scientifiques chrétiens au fond d'eux-mêmes. Ils ne croient pas en la matière, ils veulent l'abolir et rendre le monde aussi théorique que possible. Le véritable matérialiste, c'est vous, parce que vous aimez la nature, vous aimez les choses. Oui, je crois que j'adore cuisiner.
Vous semblez toujours insister sur le fait de cuisiner. Pourquoi est-ce tellement important? Parce que c'est une des choses fondamentales de la vie. D'abord, il y a l'agriculture et la chasse, puis vient la cuisine. Et tout en étant un intellectuel qui travaille avec son cerveau, je suis brahmane. Si tout mon univers intellectuel s'effondrait brusquement, je serais toujours encore capable de faire quelque chose. J'irais à la cuisine et je ferais la cuisine pour tout le monde. Doit-on vous appeler le philosophe dans la cuisine? Oui, faire la cuisine est une sorte de rite religieux parce qu'il faut vénérer et aimer les ingrédients dont on se sert. Un philosophe chinois qui vit aux USA avait dit une fois: un poisson qui est mort pour vous et qui n'a pas été bien cuisiné est mort en vain. Whenever it's a rainy day